Bonjour Men, une émission qui se concentre sur l'actualité des immigrés et des communautés hautes dans le Maine. Nous voilà avec une nouvelle émission, Jean Hakuziman au micro. Les organisations des communautés des immigrés au Maine jouent un rôle crucial dans l'intégration des nouveaux arrivants. Nous avons une interview exclusive avec le président de la communauté des Congolais vivant à Maine. Donc les gens devaient contribuer pour que vous arriviez à faire quelque chose. Nous avons aussi des conseils pour mieux intégrer la société dans le Maine. Ne les ratez pas. Le père Félix Barutuanayo, étudiant à Boston, est notre invité. Il nous parle sur le rôle que l'Église peut jouer dans l'intégration des immigrants en Amérique. Au nom de l'équipe Mujamba Africa, bienvenue. Les organisations de communautés des immigrés au Maine jouent un rôle crucial dans l'intégration des nouveaux arrivants. Les immigrés se ressemblent souvent par le pays d'origine et forment un leadership autour de cette communauté. Les Rwandais, les Burundais, les Nigérians, les Burkinabés, les Angolais, tous ces originaires aussi forment une représentation forte qui organise autant d'activités pour les rassembler. Parmi les plus influentes au Maine, nous avons la communauté des Congolais Cocomen. Dans cette émission, nous avons une interview exclusive avec le président de la Cocomen. Moi, je m'appelle Mardoché Mbongi, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis le président de la communauté congolaise de Maine, qui est une non-profit, qui originellement était désignée à rendre service aux Congolais seulement. Mais hélas, beaucoup d'immigrants avaient besoin aussi de services aujourd'hui. L'avantage, c'est que la communauté congolaise de Maine rend service à tous les immigrés au-delà des Congolais. Et depuis quand vous existiez, la Cocomen? Oui, la Cocomen a été fondée en 2012. À ce jour, c'est 12 ans d'existence. Au départ, quel était en fait l'objectif de la communauté congolaise du Maine? Les objectifs principaux au départ, c'était que les Congolais qui se trouvent être à Maine devraient quand même se réunir, se connaître et éventuellement partager l'expérience de leur vécu dans un pays autre que leur pays d'origine. Et aussi créer des occasions qui permettent à ce qu'ils puissent rendre service à d'autres qui en avaient besoin, à les aider à retrouver les ressources nécessaires qu'on parlerait par exemple de social basic needs, et aussi faciliter certaines personnes dans leur processus d'intégration, notamment l'intégration culturelle, le souci des bases à l'époque. Faciliter aussi les gens à avoir des petites choses comme par exemple avoir les permis de conduire et aussi avoir peut-être l'accès à des cours de langue, comme Maine est un État où il y a un peu de francophones aussi, mais généralement l'interaction majeure c'est l'anglais. Alors la communauté se disait on doit être, nous qui sommes arrivés avant, être de ceux qui vont faciliter ceux qui arrivent après à pouvoir avoir accès à la langue parce que c'est vital. À 12 ans d'existence, vous pouvez nous dire les contraintes que vous avez rencontrées? L'histoire est longue. Il y a eu succession de présidents. Je suis le 4e président normalement élu. Et chaque président, il vient avec son plan, son programme, sa vision. Mais la mission principale de l'organisation est celle que je viens de dire ici. Maintenant, le challenge, c'est que vous êtes une organisation, vous voulez absolument avoir la possibilité de réaliser votre mission et vos objectifs. Mais comme à la base, c'était d'abord une membership organization, donc les gens devaient contribuer pour que vous arriviez à faire quelque chose. Le nombre était petit et le nombre a commencé à accroître. À chaque moment, lorsqu'un nouveau président arrive, parfois, comme c'est volontariste, il ne trouve pas les ressources nécessaires pour exécuter les projets. Et alors maintenant, la communauté a commencé à faire des recours à des foundations et d'autres organisations qui peuvent amener des ressources, des grants ou des donations. Ce n'est pas consistant parce que vous devez avoir, quand vous avez un grant, le programme que vous allez exécuter, c'est selon la mission du grant. Ça ne vous permet pas de faire éventuellement ce que vous pensez faire en tant qu'organisation. Et parfois, vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas des grant writers, des gens qui peuvent aller derrière les grants, vous n'avez pas une équipe constante
des gens qui peuvent exécuter les choses. Donc le challenge principal, c'est les structural. La COCOMEN a souffert des structures. Et comme c'est une organisation qui n'avait pas obtenu les 501c3, et donc avec ça, vous avez obligation de courir derrière des fiscal sponsors. Et quand vous n'avez pas un fiscal sponsor qui prend votre mission et va maintenant fundraise for you, en ce moment-là, même s'ils sont là, vous devez aller vous-même chercher les fonds et amener l'information chez les fiscal sponsors, parfois qui va être lent à pouvoir poser les actes qui vous facilitent d'attraper les fonds. Vous perdez parfois les fonds parce que votre funders sont dans leur fiscal year end et maintenant ils doivent liquider les fonds. Et vous n'êtes pas en mesure de prendre les fonds parce que les fiscal sponsors ne peuvent pas entamer les contacts avec eux et vous n'accédez pas à les fonds. Donc le challenge de la communauté, c'est the access to the funding, the fundraise, et la continuité des programmes. Donc le programme que vous avez, comment maintenir ça pour que ça continue à exister même après les élections d'un nouveau président. Et vous estimez par an le budget de fonctionnement? Effectivement, donc la COCOMEN souffre parce qu'elle fonctionne sans budget connu. On a une projection budgétaire, on a une idée et on se projette. Parfois, on n'atteint même pas le 20% de la projection budgétaire qu'on avait faite. Par exemple, pour tenir cette administration, chaque mois, nous avons une dépense nette du bureau, des papyrasses, des cartouches, l'Internet, les systèmes informatiques, tout ce que nous avons, qui vont à la limite à $2 900. Malheureusement, parfois la COCOMEN ne peut pas de soi avoir $2 900 par mois. Multiplié par 12, ça vous fait déjà un total de près de 30 et quelques milliers de dollars que nous ne sommes pas en mesure d'avoir. Et lorsque vous devez fonctionner avec des volontaires, vous devez prendre en charge les déplacements des volontaires et leur breakfast. Et parfois, vous n'avez pas les moyens pour subvenir à ça. Aujourd'hui, je suis l'unique staff depuis le matin. On a fait des food distribution out there. On avait 4 pallets of raw food. Et tout le monde qui est là pour les problèmes de papier, ce que j'ai montré ici. Comment réussir à servir tout le monde tout en étant one cell staff. Parce que j'ai 2 autres volontaires qui ont déjà obtenu leur permis de travail et ils sont partis chercher les boulots. Et pourtant, ces gens-là pouvaient travailler ici à COCOMEN et être payés pour les services qui rentrent. Comme ça, nous allons avoir la continuité des services. Pour savoir ce qui est des contraintes au niveau des membres de votre organisation, est-ce que vous accueillez d'autres pour être membre du système congolais? Aujourd'hui, COCOMEN n'est plus de membership organization comme elle était avant. Aujourd'hui, c'est un non-profit, un public charity. En tant que public charity, on a besoin, on se rend service à tout le monde. Ce n'est pas forcé que pour bénéficier, il faut devenir membre. Non, on ne doit pas devenir membre pour être servi. On doit seulement se présenter et poser son problème. Et si COCOMEN peut vous assister, vous assiste. Pourquoi nous sommes partis de membership organization to a public charity? Parce que les membership organization obligent que les membres contribuent pour qu'ils bénéficient des services. Or, nous ne sommes pas en mesure de tenir les contributions des gens. La plupart des membres qui s'intéressent à l'organisation sont des newcomers. They don't have resources, they don't have money, they don't work. Alors que c'est eux qui ont plus besoin de soutien, des assistances. Comment imposer à des gens qui n'ont pas d'argent à payer les memberships pour bénéficier des services? On a trouvé que la croissance en termes de nombre et du besoin oblige à ce que nous puissions muter, à ne plus être membership organization, mais à être a public charity qui peut servir tout le monde. Et quel est l'avantage d'être membre de COCOMEN? L'avantage principal d'être membre de COCOMEN dans notre forme passée, c'était que COCOMEN organise des activités culturelles, socio-culturelles, dans le cadre de social connectedness, l'exhibition de la culture congolaise, des modes de vie des Congolais, et ce que nous avons en commun, parce que la République démocratique du Congo, elle est quand même un pays qui est très vaste avec 422 tribus et il y a vraiment plusieurs groupes ethniques, près de 6. Vous voyez, il y a les Bantous, il y a les Nilotiques, il y a les Andes et ainsi de suite.
Alors, ceci fait que dans notre mosaïque culturelle, on a 422 dialectes qui se parlent couramment. On a 4 langues nationales. On a des danses traditionnelles, de masques qui expliquent notre culture, notre tradition. Donc, les Social Connectedness permettaient à ce que, comme nous allons faire le 9 mars ici, rassembler les gens pour faire l'exhibition culturelle, célébrer cette diversité culturelle. Et d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique est aussi une diversité culturelle. Or, nous avons déjà un avantage d'avoir été cette diversité culturelle à partir de chez nous. Et ça fait vraiment un grand honneur de rassembler les gens et de présenter ça en face du monde. Dire aux Américains, écoutez, merci de nous avoir accueillis, mais ce que vous êtes, nous l'avions déjà été chez nous. Donc c'est facile pour nous d'intégrer votre société. Donc c'est cela l'avantage. Mais aujourd'hui, l'avantage est devenu double. Au-delà des Social Connectedness, il y a des programmes d'accompagnement des gens comme des Asylum Seekers. Il y a des services que nous rendons à des gens comme Two New Mania qui vient. Il a besoin qu'on puisse les connecter à des ressources. Il a besoin d'être accompagné. Nous avons développé des services comme on appelle Administrative Support to Asylum Seekers. Ça, c'est basically for Asylum Seekers. They have Asylum Clinic, et puis they have Work Authorization Clinic, and we have DHS and ICE Remote Reporting. Ce sont les 3 components de Administrative Support qui aident cette catégorie de gens-là à suivre, de comply avec le processus d'immigration. Mais au-delà de eux, il y a aussi des services dans le cadre de case management. Dans les case management, nous faisons beaucoup dans le cadre de facilitate people to find houses. Ça, c'est beaucoup plus de refugees. Et any new manner, quelqu'un qui vient d'arriver, il a besoin de trouver une maison. Nous les accompagnons. Et il y a plusieurs autres services qui sont là, que nous pouvons élaborer. Vous avez communauté congolaise du Maine. Vous avez encore au niveau de l'Amérique. Au niveau des États-Unis d'Amérique, dans chaque state, le Congolais se regroupe naturellement et ils forment ce qu'on appelle communauté congolaise de Maine. Et les objectifs dans chaque state sont différents. Les missions sont différentes. On s'unit dans une mission principale qui est celle de rassembler les Congolais autour de la célébration culturelle. Mais au-delà de ça, notre particularité dans Maine, c'est que la plupart, nous sommes des asylum seekers et des immigrants et qui n'ont pas de statut stable. Alors, nos objectifs sont beaucoup plus attachés à cette nature de choses, à la différence des autres states où ils viennent comme des green card holders ou des family reunifications. Alors, les statuts sont différents et les objectifs sont généralement différents d'un state à un autre. Et au Congo, vous avez des associations ou bien des ONG avec qui vous collaborez pour être en contact? Nous, particulièrement ici dans l'État de Maine, nous n'avons pas de collaboration avec les ONG sur place au pays parce que les statuts principaux des gens qui sont ici, ce sont des gens qui sont en conflit avec les pays parce qu'ils sont des demandeurs d'asile. Ils ont pour la plupart des cas été victimes de certains comportements du gouvernement et de problèmes de nature, des guerres comme ce qu'il y a à l'est du Congo. Le pays voisin entre en conflit, des groupes armés de ces pays vont faire de la désolation dans l'autre pays, ceux de l'autre pays viennent faire la désolation dans l'autre pays et les gouvernements de ces pays-là ne s'entendent pas pour avoir une solution d'ensemble. Et les populations qui vivent dans cette zone-là deviennent maintenant vulnérables. Et ces populations cherchent le refuge. C'est pourquoi il y a plus de réfugiés qui viennent. Et il y a aussi des gens qui prennent le courage de dénoncer, par exemple, l'inefficacité du gouvernement. Et le gouvernement les identifie comme des opposants et les poursuivent. Et ces gens-là viennent demander l'asile. Notre statut est en conflit avec le pays. Certes, en tant que communauté congolaise, nous avons 3 catégories de population. Nous avons ceux qui sont déjà devenus américains, des Congolais qui sont déjà devenus américains. Nous avons des green card holders, des legal, des permanent residents, et nous avons des asylum seekers. Est-ce que les Congolais demandeurs d'asile qui sont ici, qui ne sont pas bien vus par le gouvernement congolais, et leurs familles qui sont restées au pays, y a-t-il des cas de poursuite pour ceux qui sont ici? Effectivement, lorsque vous êtes en conflit avec le gouvernement,
et que vous êtes une personne qui est activement recherchée, votre famille peut aussi être inquiétée. Nous ne savons pas parler pour tout le monde parce que chacun parle à son avocat. Mais la vérité, c'est que nos familles qui sont restées pour nous, qui sommes actifs dans la recherche de solutions, de problèmes qu'il y a au pays, nos familles sont quelquefois inquiétées. Jean Hakuzimana au micro, bienvenue à nouveau dans cette émission. Amdjambo vous donne quelques conseils pour vous aider à naviguer dans la vie dans le Maine. Écoutez. Saviez-vous les avantages et inconvénients de la co-signature d'un prêt? Le crédit est la possibilité d'emprunter de l'argent pour accéder à des biens ou à des services, étant entendu que l'emprunteur remboursera l'argent plus tard. Les coopératives de crédit, les banques et les autres prêteurs accordent des crédits aux personnes qui souhaitent obtenir quelque chose, mais qui ne peuvent ou ne veulent pas payer pour le moment. Avant d'accorder un crédit ou de permettre à quelqu'un d'emprunter de l'argent, les prêteurs déterminent la solvabilité de l'emprunteur, c'est-à-dire la probabilité qu'il rembourse l'argent en totalité et à temps. La solvabilité est représentée par un score de crédit, qui est un nombre compris entre 300 et 850. Plus le score est élevé, meilleure est la solvabilité. Lorsqu'une personne a une mauvaise cote de crédit, elle peut avoir des difficultés à obtenir un prêt ou être confrontée à un taux d'intérêt plus élevé si elle obtient un prêt. En d'autres termes, elle peut avoir à payer un montant plus élevé pour avoir le privilège d'emprunter de l'argent. Si une personne n'a pas une bonne cote de crédit pour obtenir un prêt d'une institution financière ou un taux d'intérêt favorable, l'emprunteur peut faire appel à un co-signataire. Qu'est-ce qu'un co-signataire? Un co-signataire est une personne qui accepte de partager la responsabilité d'un prêt avec un emprunteur. Souvent, parce que l'emprunteur principal ne pourrait pas obtenir un prêt seul ou parce qu'il n'est admissible qu'à un prêt à taux d'intérêt élevé. Essentiellement, un co-signataire est une personne qui promet de rembourser la dette si l'emprunteur principal ne le fait pas. Le co-signataire est également responsable du remboursement de la dette. Quels sont les avantages et les inconvénients de la co-signature? En général, l'avantage pour un co-signataire est d'aider une personne. La co-signature peut aider les jeunes emprunteurs à démarrer dans la vie, aider les nouveaux arrivants à prendre pied ou aider quelqu'un à rétablir son crédit après avoir traversé une période difficile. La co-signature peut permettre à quelqu'un d'acheter sa première maison, d'acquérir un véhicule pour se rendre au travail, ou même de refinancer une dette existante à un taux plus abordable. Si l'emprunteur principal effectue ses paiements dans les intégralités et attend, la co-signature peut avoir un impact positif sur la cote de crédit. Le prêt peut également améliorer la solvabilité du co-signataire, ce qui peut également conduire à une augmentation de sa cote de crédit. Désormais, il y a aussi les inconvénients. Si l'emprunteur principal n'effectue pas ses paiements ou les effectue en retard, cela peut avoir un impact négatif sur la cote de crédit du co-signataire. Le co-signataire doit être en contact régulier avec l'emprunteur principal pour s'assurer qu'ils ont un plan pour effectuer les paiements à temps. Si le co-signataire doit prendre en charge les paiements du prêt parce que l'emprunteur principal n'est pas en mesure de remplir ses obligations légales, parce que son crédit est affecté par des paiements manqués ou en retard, sa relation personnelle avec l'emprunteur principal peut devenir tendue. Même si les paiements sont effectués, le fait de devoir surveiller ses propres obligations financières, en plus de celles de quelqu'un d'autre, peut devenir épuisant et stressant. Le co-signataire n'a généralement aucun contrôle sur le compte. Il peut ne pas recevoir des relevés ou des mises à jour sur le temps du prêt et doit s'en remettre à l'emprunteur pour obtenir
ces informations. En fin de compte, un consignataire peut aider des amis et des proches à obtenir un crédit qu'il ne pourrait pas obtenir seul. Toutefois, le consignataire assume la même responsabilité financière que l'emprunteur principal. Il est donc essentiel de peser le pour et le contre avant de signer quoi que ce soit. Et voilà! Vous vous demandez souvent le rôle des églises dans l'intégration des nouveaux arrivants en Amérique ou dans le domaine. Dans cette émission, nous allons parler sur l'Église catholique. Notre collègue Ernest Ndaïsaba s'est entretenu avec le père Félix Barutuanayo. Écoutons. En Africa est en train de voir le rôle de l'Église et la communauté des croyants pour les gens qui sont venus d'ailleurs, ici en Amérique, surtout à Maine. Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de l'Église dans l'intégration de ces nouveaux arrivants en Amérique? Oui, l'Église joue un rôle important, surtout de rassembler les gens et leur offrir un espace de prière, de communion et de partage. L'Église catholique spécialement promeut l'accompagnement des communautés migrantes, des personnes qui arrivent nouvellement dans un nouvel endroit. Et ici à Maine, il y a une communauté francophone assez large, surtout des pays des Grands Lacs et de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est bien que tout le monde puisse se sentir à l'aise et trouver un espace où ils peuvent exprimer leur foi et la partager. Se sentir ensemble et partager la prière avec les gens de même provenance, qu'est-ce que ça peut apporter pour l'intégration des nouveaux arrivants ici en Amérique? Ça peut offrir un espace de communion et de partage, comme je l'ai dit, mais aussi d'épanouissement, où les gens peuvent vivre leur foi de manière épanouie. Parce que la plupart, quand ils arrivent ici, ils ne connaissent pas la langue, donc suivre les messes en anglais peut être difficile. Ils ne connaissent pas encore la culture américaine. Peut-être que la manière de célébrer ne touche pas leur cœur. Et donc célébrer dans leur langue d'origine, dans leur culture, leur permet de vivre leur foi d'une façon plus profonde et plus épanouie. Mais bien sûr, il faut garder à l'esprit que l'Église est une et universelle. Quand on entre, quand on arrive dans un endroit, s'intégrer ne signifie pas rester dans un groupe à part, mais aussi apprendre la nouvelle culture, s'intégrer dans cette nouvelle culture en donnant ce que l'on apporte, ce que l'on a de valeureux, mais aussi en apprenant de cette nouvelle culture. Il faut garder donc l'équilibre, apprendre de la nouvelle culture, mais aussi partager ce que... Et quel est l'apport pour la culture et la foi pour les gens qui arrivent ou bien les gens qui ont immigré ici à Livingston à avoir une Eucharistie dans la langue nationale? Il est bon que cette célébration soit toujours ouverte aussi à d'autres personnes, peut-être toujours annoncer qu'il y a une messe en Kirundi ou en français, mais que tout le monde est le bienvenu. Tout le monde peut y participer. Il est bon que les gens continuent à s'intégrer dans la nouvelle culture, ici en Amérique, mais aussi que ceux qu'on rencontre ici puissent aussi avoir l'occasion de regarder, d'apprendre et de découvrir quelque chose peut-être d'unique dans la liturgie, dans les chants, dans la manière de célébrer dans cette nouvelle communauté. Et pour les jeunes qui naissent ou bien qui ont grandi, qui semblent oublier leur langue, la langue maternelle de grands-parents ou bien de leurs parents, est-ce que ça peut les apporter une soif d'avoir cette messe? Oui, c'est bien, ça peut être une aide pour ces jeunes de découvrir la langue maternelle de leurs parents, mais eux-mêmes de voir les racines de leurs parents, parce que je me dis que les parents n'éduquent pas seulement en donnant des prescriptions, mais aussi ils transmettent des valeurs culturelles, humaines de leur propre culture. Et celles-là se transmettent à travers la langue, la foi,
la culture. Ça peut donc être une aide pour les jeunes qui sont nés ici en Amérique, mais aussi il faut garder à l'esprit que puisqu'ils sont dans un autre monde, dans une nouvelle culture, il ne serait pas bon de les forcer. Les parents doivent garder un dialogue avec les enfants, les écouter, voir qu'est-ce qui les aide. La première responsabilité du parent, c'est de transmettre quelque chose à l'enfant. Mais c'est aussi de savoir quand ne pas forcer. Savoir écouter les désirs de l'enfant, mais garder à l'esprit que le parent a la responsabilité de transmettre les valeurs culturelles, humaines de ses origines à ses enfants. Et laisser aussi l'enfant le champ ou la possibilité de choisir, de prendre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Et on constate qu'ici, les jeunes américains ou bien les gens qui sont ici ne sont pas vraiment attirés par l'Eucharistie ou bien participation à des assemblées de prière. Est-ce que ça peut être un impact néfaste pour les jeunes arrivants? Oui, si les jeunes arrivants trouvent déjà une communauté établie qui pratique la foi, ça peut être une grande aide. Et aussi, comme on sait que les jeunes peuvent s'influencer mutuellement, ils se rencontrent à l'école ou dans d'autres activités, il est facile que les jeunes puissent influencer d'autres. Alors, il revient aux parents de toujours veiller à leurs enfants, veiller s'ils sont en train de transmettre quelque chose, veiller si les enfants sont en train de résister et savoir pourquoi. De toutes les façons, on ne peut jamais, aucun parent ne peut jamais laisser l'enfant à lui-même. Ce serait irresponsable. Mais en même temps, il faut être attentif aux besoins de l'enfant, surtout s'il souhaite pratiquer la foi dans une nouvelle culture, ne pas être un obstacle. Mais il serait irresponsable de le laisser sans rien faire ou sans aucune affiliation. Ça, ce serait peut-être manquer à ses responsabilités. Les parents devraient faire le meilleur d'eux-mêmes pour veiller à ce que leurs enfants, leurs jeunes, aient une certaine affiliation dans la mesure du possible. Et quel est votre message pour les jeunes Américains qui arrivent d'ailleurs pour ne pas être influencés par les jeunes Américains qui ne sont pas attirés par la prière? Je voudrais d'abord dire qu'il y a des préjugés selon lesquels les Américains ou les jeunes à l'Occident ne pratiquent pas la foi, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout le monde. Il y en a quelques-uns qui pratiquent la foi et qui le font très bien et avec conviction. On ne peut pas prendre le mauvais exemple de ceux qui ne pratiquent pas, mais plutôt le bon exemple du peu qui font la meilleure chose. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez-nous un message à amujambafrica@gmail.com. Jean Hakuzimana au micro. Je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous. Bye.